Sunday Night Production. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la pratique du running et à la parentalité. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le podcast Dans la tête d'un coureur. Et aujourd'hui, nous vous proposons un épisode hors série où nous allons nous intéresser à la maternité et à la pratique du running. Un sujet encore peu traité dans les médias et malheureusement encore rempli d'idées reçues. Et pour remédier à ça, nous allons détailler ensemble les règles à connaître en matière de santé, d'entraînement, d'organisation ou encore de nutrition et de parentalité. Alors que vous soyez maman, future maman ou encore papa, vous allez tout savoir sur la pratique du sport en étant enceinte. Et pour nous aider à y voir plus clair, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Suzanne Carrian, coach à la Fédération française d'athlétisme et maman de deux beaux enfants, dont le dernier est né, je crois, en décembre, le 24 décembre 2019, donc c'est encore tout frais. Suzy, merci beaucoup de t'être rendue disponible pour venir enregistrer cet épisode aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas ? Alors merci déjà pour l'invitation, je suis particulièrement contente d'être là, je vais très bien et j'ai déjà hâte de commencer ce podcast. Eh ben nous aussi, et nous sommes aussi en compagnie du docteur Carole Maître, vice-présidente de la commission médicale du CNOSF et gynécologue à l'INSEP, l'Institut national du sport, expertise et performance. Elle a également collaboré à l'enquête du ministère des Sports, sport de haut niveau et maternité, c'est possible. Docteur Maître, merci beaucoup de vous être rendu disponible ce soir pour partager vos connaissances avec nous. Comment est-ce que vous allez ? Très bien, merci. Et enfin, nous sommes aussi en compagnie de Emma Berger, kinésithérapeute spécialisée en sport et dans la rééducation. Alors Emma, tu as également été formée par la clinique du coureur sur la prise en charge de pathologies spécifiques liées à la course à pied. Merci beaucoup Emma d'avoir accepté notre invitation, d'autant plus que voilà, tu remplaces aussi un peu au pied levé Erwan, donc je crois que tu as dû faire un peu de place dans ton agenda, donc merci beaucoup de t'être rendu disponible. Ça va bien toi aussi ? Ça va super, merci à vous de m'avoir invité. Je suis très contente d'être là ici parmi vous et de parler de ce sujet du coup de la course à pied, de la grossesse et du postpartum du coup avec vous. Et ben aujourd'hui on a réuni déjà un plateau d'experts pluridisciplinaires entre un coach, une kiné et une médecin, gynécologue médecin. Donc voilà, on va pouvoir aborder tous les aspects. Et ce que je vous propose, c'est qu'on divise notre échange en 3 parties. La première partie, on va s'intéresser aux préoccupations et aux bénéfices aussi de pratiquer la course à pied, le sport et la course à pied en particulier pendant la grossesse. En deuxième partie, on va s'intéresser à la réathlétisation postpartum. Et là, il y aura plein de choses à dire, notamment en matière de prévention des blessures. Et enfin, on va conclure cet épisode en essayant de chercher quelques pistes sur comment est-ce qu'on peut bien s'organiser quand on est parent et coureur à pied, puisqu'en ce moment, avec la vie professionnelle, familiale, toutes nos contraintes, plus le sport, plus un enfant, quand on rajoute tout ça, ça peut être un peu la tornade. Donc comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour pouvoir un peu tout concilier ? Donc du coup, ça va être un échange passionnant. J'ai hâte de le commencer. Est-ce que ce programme vous convient ? Moi je suis particulièrement excitée de commencer ce podcast. Alors c'est parti. Avant toute chose, d'habitude on le fait à la fin, mais là j'aimerais quand même prendre 10 secondes de votre temps pour remercier notre partenaire qui a rendu cet événement possible. Il s'agit de Hyundai qui aide tous les coureurs à s'améliorer et à participer à leur sport, à leur passion dans les meilleures conditions. Et quand on leur a parlé de ce projet, d'aider justement les mamans et puis aussi les futurs parents à mieux courir, ils ont tout de suite accepté de nous soutenir et on les remercie infiniment pour ça. Parce que du coup, on a pu inviter aussi des mamans, des futures mamans. On a pu se rassembler et événementialiser un peu cet épisode pour lui donner toute la visibilité nécessaire. Donc, merci infiniment à eux. Alors, je disais en introduction, on trouve encore peu d'informations autour de la pratique du running. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup d'idées reçues et de fausses croyances. Les femmes qui souhaitent continuer à pratiquer une activité physique pendant leur grossesse, il peut y avoir du jugement, il peut y avoir aussi pas mal on peut nous prévenir des risques. On peut entendre, alors j'ai
on a fait un petit sondage et on a demandé un peu ce que les femmes enceintes avaient eu comme feedback, ce qu'on aurait pu leur dire quand elles ont décidé de courir en étant enceintes. On leur prédisait des risques de fausses couches, accouchement prématuré ou encore des retards de croissance intra-utérine. Bref, autant de risques qui peuvent quand même effrayer beaucoup de femmes à l'idée de continuer une activité physique pendant leur grossesse. Suzy, toi qui es coach et aux côtés des coureuses, est-ce que tu constates aussi peut-être un manque d'information, aussi peut-être un jugement, toi qui as été maman et enceinte et qui a fait du sport, est-ce que tu as subi peut-être le regard des autres? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience? Est-ce que tu peux aussi recueillir auprès de tes athlètes que tu coaches? Alors effectivement, en tant qu'entraîneur, j'ai accompagné des femmes qui ont eu le privilège d'avoir un enfant pendant le suivi et qui ont eu beaucoup d'appréhension concernant la possibilité de pouvoir mener une activité physique pendant leur grossesse. Et il a fallu leur expliquer que normalement, en tout cas, d'après les études, aucun élément n'apporte des inquiétudes concernant ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on peut mener une activité physique, et notamment la course à pied, pendant la grossesse sans impacter le futur bébé. Mais effectivement, il y a beaucoup de croyances autour de ce sujet-là. Et moi-même, en tant que femme et en tant que maman, j'ai été, entre guillemets, victime de remarques négatives, d'insultes lorsque j'étais enceinte de mon deuxième enfant, parce que j'ai mené une activité sportive jusqu'à la veille de mon accouchement, et lorsque j'allais courir dans la rue et qu'on voyait facilement mon ventre, les personnes se permettaient des remarques en me disant que j'étais une mauvaise maman, que c'était totalement inconscient de réaliser tout cela. Donc d'insultes, tu avais des gens qui te prenaient à partie pendant ton run et qui essayaient de te responsabiliser. En tout cas, eux, ils avaient cette impression-là, c'est ça? Ça me semble quand même assez dingue. Surtout que tu habites dans une grande ville, tu es à Lyon, je crois. Donc, C'était effectivement assez compliqué. Alors, les personnes pouvaient m'arrêter dans la rue parce que moi, je ne courais pas très vite. J'étais dans une activité sportive pour me dire que je devais arrêter, que c'était très grave ce que j'étais en train de faire et que je risquais de perdre mon bébé. Bon, ça dresse un peu le décor et effectivement, malheureusement, c'est encore des choses qu'on peut entendre. Alors, on a la chance d'avoir à côté de nous Dr Matt, qui est une des meilleurs experts français sur ce sujet. Donc, du coup, je vais me tourner vers vous. Docteur, est-ce qu'une femme s'expose à des risques graves pour elle et pour son bébé, comme des risques on parlait de fausses couches, de retard de développement, de prématuré, si elle pratique une activité physique régulière, modérée pendant sa grossesse? Et non, justement. Et c'est horrible ce que je viens d'entendre, parce que faire pratiquer un sport, garder son activité physique, c'est même recommandé. Actuellement, bien sûr, on ne va pas courir, et je pense que tu en as fait l'expérience au dernier trimestre comme au premier trimestre, mais l'activité physique actuellement est sportive, elle est recommandée. Pourquoi ? Parce qu'il y a que des bénéfices et tous les risques qu'on craignait, mais ça remonte à il y a 20 ans. Il y a suffisamment de données, de publications pour vraiment pouvoir rassurer nos femmes sportives et même essayer de mettre celles qui sont sédentaires à l'activité physique. Alors peut-être pas au running, si on n'a jamais couru, on va peut-être pas le commencer là, mais vraiment garder une activité physique, c'est essentiel. Il y a moins de diabète gestationnel, moins d'hypertension pendant la grossesse, moins de dépression du postpartum, moins de fuite urinaire également, parce que on va stabiliser la prise de poids. Il n'y aura pas d'excès de prise de poids. Elle sera cette prise de poids physiologique en accord avec la grossesse et à ce qu'on attend nous du développement en fait de la maman. Alors bien sûr, on va le voir tout à l'heure, le corps change aussi pendant la grossesse, donc la pratique va évoluer. Mais vraiment, surtout, ne stoppez pas, je vous remercie, surtout ne stoppez pas votre pratique d'activité physique pendant la grossesse. Alors bien sûr, on va pas pratiquer du judo, on va pas pratiquer des sports à risque de chute ou vraiment de traumatisme, mais là, le running, vraiment, il n'y a pas de risque. D'accord ? Bon, voilà qui est quand même très rassurant. Même si ça peut sembler contre-intuitif, effectivement, il y a des bénéfices à poursuivre ces entraînements pendant la grossesse et vous venez d'en parler justement. Suzy, toi, qu'est-ce qui t'a motivé à l'idée justement de continuer à courir pendant que
tu étais enceinte et les athlètes qui viennent te voir, justement, qui ont appris qu'ils allaient avoir un heureux événement et qui souhaitent aussi garder cette activité physique, même si c'est pas obligatoire, hein, évidemment, ça, voilà, il ne faut pas que ce soit aussi une injonction à faire du sport parce que les grossesses, à mon avis, il y a autant de grossesses qu'il y a sur femmes. Il y en a qui se passaient très bien, d'autres c'était un peu plus compliqué. Donc, c'est pas une injonction, mais en tout cas, celles qui le souhaitent à le faire, quelles sont les motivations ? Alors déjà, merci Guillaume, parce que c'est important de souligner cet aspect-là. C'est-à-dire que la grossesse est une parenthèse dorée dans la vie d'une femme, et on peut avoir envie de mener une activité sportive. On peut aussi ne pas avoir envie de mener une activité sportive, et on a le droit. Donc c'est important de le souligner. Et maintenant, pour rejoindre les propos du médecin, je la rejoins totalement sur les bénéfices. Moi, je viendrais rajouter un élément qui me semble important. C'est que moi-même, en tant que maman, et ce que j'ai pu constater auprès des athlètes que j'ai accompagnés, il y a un élément qui est très important lorsque vous lorsque vous êtes enceinte. Vous êtes accompagné par une équipe médicale et en fait, on va avoir un regard très important porté sur la future maman. Et le sport permet de pouvoir se concentrer, donner de l'importance, se retrouver en tant que femme et prendre du temps pour soi, juste en tant que femme. C'est-à-dire que l'aspect de la mère, très important, toute son importance, accompagnée par des professionnels et des experts. Mais n'oublions pas la femme que nous sommes et nos envies, quelles sont-elles ? Ça permet aussi un peu de désacraliser peut-être autour de l'enfant où souvent toute l'attention elle est portée sur le bébé, la femme enceinte elle est un peu mise sur un piédestal, un peu considérée comme une petite chose fragile auquel il faut prendre soin et la course à pied vient désacraliser un peu tout ça et remettre la mère aussi au centre avec le bébé. Oui, je suis tout à fait d'accord, surtout l'aspect désacralisé et notamment pour remettre la femme au centre de tout. Il y a l'enfant, il y a la future maman et il y a la femme. Et ces éléments-là sont extrêmement importants pour trouver un équilibre émotionnel et pas que pour l'arrivée du futur enfant. Docteur Maître, alors vous, il y a un instant, vous nous avez parlé des bénéfices. Moi, j'aimerais qu'on insiste un peu sur ce point-là, puisque là, il y a 30 secondes, on nous expliquait que finalement, on était une mauvaise mère et qu'on mettait le bébé en danger. Et là, vous avez étudié un peu justement les bienfaits, en tout cas, de la pratique d'activité physique. Alors, il y a tout ce qui est lié aussi autour de la prise de poids de la maman. Il y a, je crois, les diminutions aussi lombalgiques. Il y a plein de bienfaits. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et les détailler peut-être aussi ? Les bienfaits vraiment sont nombreux et ils ont tous été bien documentés par des études parfois qui regroupent 60 000 naissances ou 60 000 mamans. Donc vraiment, on n'est pas à court d'études sur le sujet. Donc non seulement la continuation de l'activité physique pendant la grossesse permet de retrouver son poids d'avant-grossesse normalement à 6 mois. Et ça fait partie des recommandations des autorités de santé de retrouver son poids d'avant-grossesse à 6 mois. Et ça, c'est vraiment grandement facilité par les femmes qui continuent l'activité physique presque jusqu'à terme. Alors on verra qu'on la module, cette activité physique, mais c'est important de ne pas s'arrêter alors que actuellement, à peu près les 3/4 des patientes au diagnostic de grossesse ne sachant pas quoi faire vont arrêter avec comme principal frein justement la crainte pour le bébé et ou la crainte qu'il se passe quelque chose au cours de la grossesse. Donc il faut remettre vraiment un peu les pendules à l'heure. Il n'y a vraiment que des bénéfices à continuer une activité physique régulière d'intensité modérée. Alors comme autre bénéfice, bien sûr, on a, et vous l'avez très bien dit, cette action bénéfique sur les lombalgies de la grossesse. Mais c'est encore d'autant plus vrai qu'on a pratiqué avant. Parce qu'avant, donc, si on a pratiqué l'année d'avant la grossesse, justement, on aura des muscles paravertébraux, une sangle abdominale qui va permettre de bien soutenir aussi ce développement, cette prise de poids. Et ça, c'est vraiment très important. On a beaucoup moins de lombalgie pendant la grossesse chez les sportifs de haut niveau. Et puis, l'épanouissement, on le constate, nous, dans le sport de haut niveau, une meilleure gestion du stress, c'est vraiment important. Un effet aussi sur les troubles du sommeil du premier trimestre. Et puis, toutes ces pathologies comme l'hypertension qui arrive pendant la grossesse, ça s'appelle l'hypertension gestationnelle, c'est propre à la grossesse. Le diabète gestationnel, la fréquence sont diminuées, comme une pathologie plus grave qui est la toxémie gravidique. Mais c'est intéressant de noter que les études rapportent qu'il y a toujours un bénéfice à commencer même avant la grossesse et à poursuivre pendant la grossesse. Et puis, comme je vous l'ai dit,
Il y a aussi sur les fuites urinaires un bénéfice à garder des exercices de gainage, des exercices tout au cours de la grossesse. Déjà parce qu'on va limiter l'excès de prise de poids et que la prise de poids trop importante va induire des fuites urinaires. Et puis on va consolider, on va travailler un petit peu ses abdominaux sans excès, mais ça va aider. Un travail aussi sur la posture est très intéressant. Donc on voit bien que globalement, on n'a que des bénéfices et peut-être la maman sera-t-elle encore plus sensible, à savoir que les études ont montré un meilleur développement chez le bébé à naître, un développement neurocomportemental avec de meilleurs tests à l'audition, des tests de langage jusqu'à 2 ans. Quand on a comparé des mamans sédentaires et des mamans qui avaient une activité physique régulière pendant la grossesse. Et donc les tests s'accumulent les uns après les autres pour montrer un meilleur développement psychomoteur de l'enfant. Et ça, c'est un bénéfice pour lequel les mamans seront vraiment très sensibles. Bon, ça c'est quand même extrêmement rassurant. Un petit retour d'expérience, parce que toi, je crois, Suzy, que tu as connu un peu les deux revers de la médaille. Ton premier enfant, tu n'étais pas sportive, pas du tout, je crois, et ton deuxième enfant, là, tu étais une athlète. Est-ce que tu as remarqué des différences, même si c'est dans le limite de ton cas personnel, mais c'est toujours intéressant d'avoir ce petit côté-là? Alors, je te rejoins. Effectivement, j'ai eu 2 grossesses très différentes, puisque à l'époque de mon fils aîné, je n'étais pas du tout sportive. Je ne savais même pas ce que c'était. Voilà, je n'étais pas sportive. Moi, j'ai toujours eu un tempérament dynamique, mais je ne faisais pas de sport. Et j'ai pu constater un élément très important que je vais vous dire par la suite. La deuxième grossesse, j'étais déjà sportive, comme l'a souligné le docteur, avant l'arrivée de mon enfant. Donc, j'étais sportive avant d'être enceinte. J'ai été sportive pendant. Et la grosse différence se situe au niveau de l'accouchement. Mon premier enfant, j'ai eu un accouchement qui a été extrêmement long, qui a duré un temps assez long, je ne préciserai pas. Alors que mon deuxième accouchement, j'ai eu un accouchement sans difficulté. J'ai eu l'impression de vivre une compétition. Voilà, c'était le jour J, c'était ce moment-là, ça s'est passé sans difficulté, sans instrumentalisation, rien. Une récupération très très différente entre mon premier et mon deuxième. En termes de comportement au niveau des 2 enfants, difficile de faire un comparatif. Je pense que ça s'est vraiment joué sur la manière dont j'ai vécu l'accouchement, l'après, le postpartum. On va parler justement du postpartum dans quelques instants. Emma, toi en tant que kiné, la question de la blessure, elle se pose parce qu'il y a aussi une prise de poids quand on attend un bébé. Il y a aussi les risques de traumatisme abdominal. Est-ce qu'il y a un risque accru d'augmenter ses chances de blessure quand on est enceinte, on court, ou finalement c'est les mêmes règles de progressivité qu'on va avoir si un athlète prend du poids par exemple? Alors, il faut savoir déjà que oui, quand on est enceinte, on a un gain de poids, on a un changement au niveau physique, un changement au niveau hormonal. Donc forcément, c'est un petit peu différent. Il faut, comme tout autre sportif qui court, comme toute autre femme, il faut être toujours progressive, s'adapter en fonction aussi de sa fatigue. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a tout ce qui est hormone relaxine qui est sécrété aussi pendant la grossesse et même un petit peu après, qui va forcément venir relâcher au niveau des ligaments. Donc, il peut y avoir plus de douleurs articulaires aussi pendant la grossesse et aussi après l'accouchement. Donc, ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc, il faut toujours avoir un mécanisme d'adaptation, poursuivre sa course si ça nous fait du bien. Si ça nous fait pas du bien, on arrête. S'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de symptômes, urogynécologiques ou de douleurs musculo-squelettiques particulières, il n'y a pas de problème à poursuivre la course à pied. L'important, c'est de vraiment être à l'écoute de son corps et savoir interpréter les signaux, surtout a fortiori quand on est enceinte, si je comprends bien. Justement, docteur, en matière de recommandations, alors vous avez étudié, vous avez analysé, vous avez mené des études. Quelles sont les recommandations sanitaires sur le sport, la grossesse? Combien de temps on peut poursuivre une activité physique pendant sa grossesse? Quelles sont les recommandations? On détaillera un petit peu plus tard, mais voilà. Alors, il y a des recommandations, mais elles ont été vraiment, de toute façon, toutes récentes depuis 2019, réécrites en 2022 par la Haute Autorité de Santé. Donc, c'est très intéressant. Mais je rappellerai quand même que chaque femme est unique et que l'essentiel, ça sera qu'elle s'adapte
à son niveau, à ce qu'elle ressent, et d'écouter son ressenti va être vraiment essentiel. Les recommandations, c'est pour tout le monde, bien sûr, mais on va les adapter en fonction vraiment du niveau de la coureuse ou de la sportive. On ne va pas avoir les mêmes recommandations si quelqu'un est sédentaire. Par exemple, on va essayer d'arriver à 30 minutes par jour. C'est ça l'objectif, d'avoir 30 minutes par jour d'activité physique ou sportive pendant sa grossesse, c'est très important. Ça peut être 2 fois 15 minutes pour quelqu'un qui est sédentaire. Mais vous allez me dire, mais moi je cours 1 heure par jour et tous les matins de 7h à 8h, et si je ne cours pas, je me sens pas bien. Eh bien oui, donc là vous avez déjà un certain niveau et votre organisme est adapté à ce niveau. Donc vous pouvez poursuivre, on n'a pas de restrictions à vous faire. Donc on voit bien qu'on est à 30 minutes au minimum pour avoir les bénéfices, mais on peut dépasser ces 30 minutes minimum. Alors, on imagine que les recommandations, c'est d'avoir au moins 5 fois par semaine une activité physique. On tend vers le quotidien, ce qui semble plus juste et plus facile à adapter. Et puis, on voit en fonction de ce que vous faites. Et donc, on peut pas tolérer, mais jusqu'à 90 minutes, c'est possible. Donc, vous voyez, on est loin des 30 minutes vraiment qui apportent des bénéfices. On peut aller jusqu'à 1h30. Mais ces 1h30 par séance vont petit à petit, au cours du 2e trimestre, puis au cours du 3e trimestre, se raccourcir pour arriver à 45 minutes. Parce que, oui, il y a le développement, il y a le poids, et comme tu disais très justement, il y a certaines hormones qui vont augmenter la laxité, les chevilles sont moins stables, et donc on veut surtout que tout se passe bien, et donc écouter son ressenti, surtout à partir du 6e mois. Et là, c'est vraiment très important. Si ça devient inconfortable, puisqu'on est dans la course à pied, si ça devient inconfortable, on remplace, on peut faire du vélo elliptique, il faut trouver un autre sport d'endurance. Et puis, on va peut-être revenir un petit peu sur les recommandations. Sur l'intensité, on considère qu'il vaut mieux rester dans le modéré, c'est-à-dire pouvoir parler finalement en courant. On peut chanter si on veut, c'est pas parler, c'est pas. Donc, mais quand on est déjà dans du haut niveau, on tolère jusqu'à 80%. Il faut rester en submaximal. On va pas faire beaucoup de fractionnés intensifs, vraiment à couper le souffle au maximum, et puis ne pas avoir une bonne récupération à 10 minutes. Voilà. Il y a des critères, une bonne récupération à 10 minutes, bien s'hydrater, ça fait partie des recommandations également. Et toujours s'échauffer. Donc on en est au minimum 5 fois par semaine, au minimum 30 minutes par jour, que ce soit fragmenté ou pas. Et puis on peut aller jusqu'à 1h30 par séance, qu'on réduira si on est déjà une bonne sportive. L'intensité plutôt modérée, ça peut être un peu plus donc si on a déjà un bon niveau. Et qu'est-ce qui me manquerait? Le type d'activité. Eh bien, dans la course à pied, on comprend qu'il faut faire attention au terrain, attention au chaussage, parce qu'il faut quand même avoir un bon amorti. C'est vrai que je pense que le ressenti et le fait de courir de façon confortable, de rester en confort, eh bien, ça reste essentiel. Suzy, est-ce que toi, en tant que coach, en termes de recommandations, quelle est ta vision justement par rapport à l'entraînement? Qu'est-ce que tu conseilles? Il y a aussi toutes les questions autour de l'équipement, parce que alors déjà les brassières sont très chères, peuvent pas forcément être tous bien adaptés. On sait que quand une femme est enceinte, la poitrine, c'est aussi une zone qui est encore plus sensible. Là, j'imagine qu'il y a aussi toute la notion de l'équipement. Donc toi, c'est tes conseils que tu pourrais donner? Alors moi, la grosse différence entre le moment où la personne n'est pas enceinte et le moment où elle devient enceinte, c'est la dynamique dans laquelle on se situe. C'est-à-dire qu'avant avant d'avoir un enfant, on est dans une logique de, entre guillemets, performance, dépassement de soi. La logique en tant qu'entraîneur pour accompagner des personnes enceintes, c'est une logique de maintien de conditions physiques, de bien-être. C'est très important. Ça change toute la donne en termes d'approche d'entraînement. C'est-à-dire qu'on va être dans une approche tournée autour du bien-être, de l'activité qui va faire du bien à la maman et qui, par conséquent, comme l'a souligné le médecin, va faire du bien
à l'enfant. Et ensuite, à partir de là, on va venir broder des activités dans la semaine, des activités possibles et envisageables en fonction des disponibilités de la maman. Et on va évidemment porter une attention particulière concernant l'équipement. Alors l'équipement, on pense à la brassière, comme tu l'as dit, mais il y a également un aspect très important, il y a les vêtements. Parce que les vêtements, au bout d'un moment, quand le ventre y pousse, il faut bien trouver de la place. Et c'est important de se sentir bien, parce que se sentir bien, acheter des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, c'est d'une certaine façon vous engager pour pratiquer et pour prendre soin de vous et de votre enfant. Donc, je donnerai une importance à la brassière, mais pas que, à tout l'aspect vêtements. Évidemment, comme l'a souligné le médecin, aux chaussures, parce que pendant la grossesse, on peut avoir le sentiment d'avoir les pieds gonflés. Et donc, c'est important d'avoir des chaussures dans lesquelles on se sent bien pour ne pas avoir le sentiment d'avoir les pieds, par exemple, trop serrés qui pourraient générer des tensions dans les jambes lourdes, etc. Docteur Maître, en matière de sport et de nutrition, parce que ça, on trouve peu d'informations, j'ai essayé de me renseigner, mais quand une femme est enceinte, comment est-ce qu'elle doit gérer sa stratégie nutritionnelle si elle s'entraîne ? Est-ce qu'il faut manger 2 fois plus ou faut manger 2 fois mieux ? Alors, je vais dire tout simplement, oui, mangeons 2 fois mieux, mais c'est vrai même en dehors de la grossesse. Donc, mais on ne va pas manger 2 fois plus, parce que lui va prendre de toute façon ce dont il a besoin. Et je redonne juste un chiffre à l'écho de deuxième trimestre, vers 22 semaines, donc on est déjà quasiment dans le 5e mois. Il va faire 500 grammes, 600 grammes. Alors, si la maman a pris 6 kilos, elle les a pris vraiment, elle aura plus de mal à les perdre. Donc, on a un peu des chiffres comme ça qui nous permettent de mieux comprendre. Donc, on va se nourrir bien, correctement, en privilégiant les légumes, les protéines et les laitages, bien sûr, parce que le petit, il forme son squelette quand même sur le calcium de la maman. Donc, il ne faut surtout pas exclure les laitages, c'est pas la bonne période. Et plus jamais, de toute façon, dans le reste de la vie. Donc, manger correctement, mais c'est-à-dire que également que si on a une activité plutôt soutenue, 1h30 et un peu d'un bon rythme à 80%, on peut avoir besoin d'une petite collation. Il ne faut pas se priver d'une collation protéique, par exemple, dans les 40 minutes ou dans l'heure qui suit l'entraînement. Ça, c'est important. Maintenant, surtout, ne mangez pas double. Ne restez pas non plus sur l'alimentation que vous aviez quand vous pratiquiez vraiment tous les matins 1h30, alors que vous êtes petit à petit en train de baisser, parce que oui, il y a eu le poids, c'est confortable d'en faire un peu moins, donc on réduit la durée de ces séances, et donc il ne faut pas garder les mêmes pâtes bien caloriques, qui vont bien vous faire tenir. Vous n'êtes plus en préparation marathon, donc vraiment réajuster. Gardez les protéines, gardez les légumes, de temps en temps les glucides lents, bien sûr, mais surtout n'oubliez pas la petite collation. Et j'insiste vraiment beaucoup sur l'hydratation. Ça peut être vraiment tout à fait négatif, et pour vos tendons, et pour apporter l'eau aussi que vous apportez au bébé. Donc surtout, ne négligez pas l'hydratation. Est-ce que tu as eu une attention particulière, toi, à ta nutrition ? Alors c'est vrai que quelquefois une femme enceinte n'a pas avoir envie d'aliments assez riches, voire même parfois un peu gras. Ça, c'est pas forcément compatible aussi avec la pratique d'une activité physique. On sait que l'alimentation, ça a un impact sur la récupération. Ça peut aussi être source de blessures. Donc là, comment est-ce qu'on arbitre entre les envies de femmes enceintes et la pratique du sport ? Alors, si tu t'adresses à la maman, je vais avoir une réponse peut-être différente de l'entraîneur. C'est-à-dire que moi, en tant que femme enceinte, quand j'étais enceinte de mon dernier enfant, le deuxième, je me faisais plaisir, tout simplement. Voilà, j'avais faim, je mangeais à ma faim. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'élément essentiel. C'est-à-dire se recentrer sur ses sensations et sur ses envies. Je suis enceinte, je peux aussi me faire plaisir. Et puis, manger en fonction de ma faim. C'est important parce que ça demande d'avoir une capacité à pouvoir prendre le temps de sentir si on a faim ou pas. Et comme le disait le médecin, ne pas être dans des réflexes qu'on pouvait avoir auparavant. Typiquement, moi, ça m'a fait penser, quand vous parliez des réflexes nutritionnels, le footing à jeun.
Voilà. Bah ça, typiquement, moi, déjà en tant que femme enceinte et encore plus en tant qu'entraîneur, on oublie le footing à jeun. Ça n'a pas de place. Ça peut être des réflexes qu'on pouvait avoir en tant que femme. En devenant femme enceinte, je ne faisais plus du tout de footing à jeun. J'étais incapable de le réaliser. Donc, prendre le temps de se concentrer sur ses envies et ses sensations pour pouvoir y répondre au mieux. Bon, le footing à jeun, de toute façon, ça n'a pas grand intérêt. C'est permet de gagner du temps parce qu'on n'a pas, le matin, si on est un peu pressé, mais on ne va pas dépenser plus de calories comme ce qu'on peut penser ou ce qu'on peut lire. Je vous propose maintenant qu'on s'intéresse à la reprise postpartum et aux erreurs à éviter parce que malheureusement, il en existe pas mal. Là, je me tourne vers vous, Emma, Suzy, toutes les deux, parce que moi, ce que j'ai constaté, en tout cas, les témoignages que j'ai pu recueillir, c'est vrai qu'il y a une forme peut-être d'un peu d'impatience aussi. Après l'accouchement, on a pris un peu de poids, on a envie de retrouver son corps d'avant, on a envie aussi de retrouver ses aptitudes sportives, sa forme d'autrefois. Et j'ai l'impression que ça va peut-être un petit peu vite. Il y a beaucoup de femmes qui reprennent très très vite. Un peu comme si elles avaient coupé l'été un mois pour les vacances ou parce qu'elles avaient coupé un mois après leur marathon. Elles se disent finalement, je vais reprendre un peu pareil. Là, ça peut être une erreur. Oui, en effet, ça peut être une erreur. Voilà, la chose primordiale à faire du coup après son accouchement, c'est de débuter sa rééducation du plancher pelvien. Donc la chose primordiale qui dure, la rééducation peut durer minimum 6 semaines jusqu'à 3 mois, voire plus en fonction de l'accouchement, comment il s'est passé, s'il y a eu des complications ou pas. Et donc du coup, la chose primordiale, c'est de retrouver un bon plancher pelvien, une bonne tonicité et un bon contrôle moteur et aussi des bons abdominaux. Donc ça se fait en rééducation. Ça, c'est un suivi kiné spécifique. On n'hésite pas à dire aussi qu'on est sportive et que... Exactement, suivi kiné. Donc après, même chez la femme qui est sportive et qui du coup court, il y a tout un programme de rééducation, de reprise de la course, donc en fractionné marche-course aussi, qui est important à faire et qui prend du temps. C'est sur le long terme. Donc c'est pas comme si un coureur lambda se blesse, il peut reprendre tout de suite après 6 semaines si tout va bien. Là, c'est pas la même chose. Il y a quand même il y a eu une grossesse, un corps qui a changé, donc comme on avait dit, des changements hormonaux, du poids en plus. Et aussi, si on a été un peu plus sédentaire pendant sa grossesse, tout ça aussi, ça compte. Et donc, du coup, ça prend un peu plus de temps pour après reprendre la course dans des bonnes conditions. Est-ce que toi, Suzy, avec tes athlètes, tu constates aussi, comme ce que j'ai pu le faire, une certaine forme d'impatience peut-être, une envie de vouloir peut-être aller un petit peu trop vite. Et là, les conséquences, ça peut être compliqué parce que ça va être des douleurs articulaires au genou. Et après ça, on va se traîner ça pendant. Donc, à vouloir aller trop vite, quelquefois, au contraire, on va se pénaliser sur plusieurs années. Toi, tu constates ça pareil, et quelles sont tes recommandations justement ? Alors oui, effectivement, je constate tout à fait une envie, une frustration forcément, parce qu'on a envie que ça aille vite, une impatience que ça aille vite, et les gros risques. Alors comme tu les as soulignés, les douleurs articulaires, mais je pense aussi à tous les risques urologiques, le périnée, les fuites urinaires. Moi, en tant qu'entraîneur, quand une personne va me contacter, alors effectivement, la première chose que je vais demander, c'est quel a été le discours des médecins. Est-ce que les médecins sont OK, le kiné, est-ce qu'on est OK à ce niveau-là pour pouvoir savoir si on peut reprendre ? Et à partir de là, on va partir sur quel sportif vous étiez avant la grossesse. Est-ce que vous étiez déjà coureuse ou pas ? Et comment s'est passée la grossesse ? Et à partir de là, l'accouchement, parce que l'accouchement va aussi déterminer de la reprise postpartum, notamment un accouchement par césarienne, par voie basse, avec instrument. Tous ces éléments vont impacter sur la reprise postpartum. Sachant que le leitmotiv en tant qu'entraîneur, c'est toujours avoir en tête, c'est viser la longévité de la coureuse et non pas l'immédiateté. C'est-à-dire courir aussi longtemps que possible, que votre corps vous le permettra, et non pas dans l'immédiat courir une course parce que vous avez envie. Donc ça va tout de suite changer la donne. Donc sur on se met pas un défi, on se dit pas tiens j'ai le marathon qui arrive bientôt, il faut que j'y aille, ou ça c'est pas la bonne idée. Disons que moi, en tant qu'entraîneur, je déconseillerais cette pensée-là, où vous pouvez très bien avoir l'idée de vous fixer un marathon, mais dans un an, ou alors sur du long terme. Voilà, sur du long terme. Et on évite de regarder la montre, parce que ça aussi, c'est une erreur qu'on peut commettre. On va essayer de comparer, tiens, sur ce parcours-là, je mettais tant de temps, j'étais avant à telle fréquence cardiaque. Toi, tu nous conseilles vraiment, on oublie ces outils, on se concentre sur ces sensations. Alors effectivement, pour moi, ce qui est très important, quand il y a une reprise postpartum, il y a des éléments qui sont importants, bien au-delà de l'aspect de la montre,
c'est que lorsque vous êtes enceinte, le centre de gravité change parce qu'on a un ventre et que du coup, on n'a plus le même équilibre. Lorsque vous allez reprendre la course à pied après l'accouchement, il faut se réapproprier déjà dans un premier temps son corps et donc son équilibre avec le centre de gravité. Et la deuxième chose, c'est son corps dans ses sensations parce que son corps a subi des changements à plusieurs niveaux pendant 9 mois. Donc tous ces éléments nous amènent à penser que la reprise doit être progressive et adaptée au profil de la coureuse, progressive en alternance marché-course, comme l'a souligné la kiné, parce qu'il faut permettre au corps de pouvoir reprendre petit à petit, retrouver des sensations et se réhabituer à la durée d'effort de la course à pied pour, in fine, partir sur des objectifs. Alors, docteur Met, les recommandations, justement, au niveau des études, alors on l'a bien compris, chaque femme est différente et en fonction de l'accouchement, de tout ce qui s'est passé, si on était athlète ou pas avant, évidemment, il y a plein de critères, mais globalement, est-ce qu'il y a quand même une fourchette sur laquelle on pourrait s'avancer pour dire, voilà, la reprise, en tout cas, ce qu'il faut vraiment éviter plutôt en termes d'erreur? Oui. Alors, on peut reprendre relativement rapidement, mais pas la course à pied. On va reprendre déjà du gainage parce que bien les grands droits ils se sont un petit peu séparés. On a un diastasis, c'est-à-dire un petit peu un creux entre les grands droits de l'abdomen et on peut avec le gainage travailler avec l'aide de la kinésithérapeute aussi. Et puis on va refaire la marche. Petit à petit, on va reprendre la marche rapide, on va reprendre le vélo bien avant la course à pied si c'est possible. Et en fait, ce qu'on préconise, c'est donc une reprise. On voit gainage, exercice du périnée, de renforcement du périnée, de contraction du périnée, et puis voilà, un ensemble avec la marche, un ensemble donc de renforcement musculaire contre le poids du corps, d'aérobie avec la marche et d'exercice du périnée. Eh bien ça, on dit après un accouchement par voie basse, 6-8 semaines dans le postpartum. Et s'il y a césarienne, on décale tout de 2 semaines, 8-10 semaines après la césarienne. Ça, c'est ce qu'on va lire partout. Mais maintenant, chacun fait en fonction de sa fatigue, de son ressenti et on peut décaler, franchement, il n'y a pas de risque. On peut aussi sortir bébé tranquillement, en marchant, en le poussant, en le portant. Donc, mais pas de jogging. Alors, pas de course à pied, ce qui est vraiment à risque pour le périnée, c'est de le commencer trop tôt. Et on a parlé des blessures, de la sensation de pesanteur, de fuite urinaire, qui peuvent arriver alors que tout allait bien, uniquement parce que c'est recommencé trop tôt. Parce que l'organisme ne rentre pas tout à fait dans un retour à la normale avant 3-4 mois. Donc les recommandations, c'est de ne pas recommencer la course à pied avant 3 mois. Et comme ça a été dit, c'est de recommencer en alternant marche et course à pied. Et on augmente toutes les semaines à peu près de 10% en durée. Et l'intensité, ça viendra après. Il faut déjà se sentir bien dans son corps. Mais vraiment, le risque pour le périnée est augmenté si on recommence avant 3 mois. Parce que c'est un sport où il y a beaucoup d'impact au sol et on multiplie par 4 le risque sur le périnée par rapport à un autre sport. Donc c'est peut-être le moment de reprendre le vélo, de reprendre ce qu'on veut, la marche rapide, le vélo elliptique, bien sûr. Et de toute façon, il faut pouvoir marcher rapidement une bonne demi-heure avant de reprendre la course à pied. Je veux dire une marche sans fuite urinaire, sans sensation de pesanteur et sans douleur. Ça peut être aussi un petit critère donc d'une reprise tranquille, mais à partir du 3e mois. Bon, voilà des astuces intéressantes. Emma, toi, justement, en matière de rééducation, j'imagine qu'il y a peut-être aussi de l'inquiétude chez certaines patientes, de se dire qu'elles ne vont pas y arriver, qu'elles ne retrouveront jamais peut-être le corps, les qualités athlétiques d'avant. Toi, quelles seraient tes recommandations? Alors, il y a le périnée, il y a aussi tout le travail des abdominaux. Sur quoi il faut être vigilant et comment toi, tu vas travailler justement avec ces patientes? Alors du coup, oui, d'abord, donc on commence le travail sur la rééducation d'abord sur le travail du périnée. Donc ça se fait accompagner du kinésithérapeute, associé du coup avec le travail des abdominaux, principalement en hypopressif, justement pour pas venir abîmer encore plus le périnée. Mais c'est un travail qui se fait assez facilement en cabinet, hein, donc il y a pas de souci à ça. On accompagne aussi du coup les femmes sportives pour la reprise de leur activité, aussi par des exercices fonctionnels.
Moi aussi en cabinet, je travaille en balnéothérapie, donc on fait aussi ce travail-là en balnéothérapie, donc qui est assez sympathique. Déjà, en balnéo, c'est sympathique et du coup, ça amène un petit peu de côté ludique, donc ça remet un petit peu en confiance dans son corps. Et donc aussi, comme moi, je suis formée par la clinique du coureur, du coup, je les accompagne aussi dans la reprise de la course à pied, comme je disais, dans un programme de course à pied et alterné avec de la marche. Et ça reprend son cours assez rapidement. Docteur Maître, est-ce que la pratique sportive, elle peut avoir un impact sur l'allaitement, puisque si on fait du sport, si on allaite son enfant, quelles sont les recommandations? Ça peut avoir un impact? Est-ce qu'il faut faire attention? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à ça? Déjà, avoir une bonne brassière, déjà un bon soutien, ça semble évident. Et puis, on peut allaiter avant sa séance, mais ça, c'est du bon sens. Alors, on peut rassurer. Il n'y aura pas moins de lait, il ne sera pas acide, il n'y aura pas d'acide lactique plus dans le lait qu'en l'absence d'activité physique. Et donc, il n'y a pas de modification, ni de la quantité, ni de la qualité du lait. Donc, vraiment, pas de restriction à l'allaitement. Et on voit des sportifs, même de haut niveau, qui allaitent pendant 6 mois leur bébé. Donc, il n'y a pas de risque sur l'allaitement. Il faut juste concilier les horaires de la course, la séance et l'allaitement. L'allaitement aide aussi à la perte de poids parce que c'est une consommation d'énergie. Ça permet de retrouver plus rapidement son poids d'avant-grossesse. Donc vraiment beaucoup de bénéfices, mais ne culpabilisons pas celles qui ont décidé de donner dès le début le biberon. Donc on a le choix et il n'y a pas d'impact sur l'allaitement de la pratique d'un sport dans le postpartum. Pas de contre-indication. Alors, si on part de l'hypothèse où voilà, le périnée, le travail d'abdominaux a été bien géré par les kinés, par les médecins, on retrouve quoi, toi, globalement, dans un plan de réathlétisation post-partum? Est-ce que tu vas mettre du fractionné? Est-ce que tu vas mettre des sorties longues? Globalement, comment ça va se passer? Les grandes lignes, évidemment, sans rentrer trop dans le détail, mais les grandes lignes d'un bon plan, justement, et puis les pièges à éviter. Alors, pour ma part, dans les grandes lignes, comme l'a très bien dit la kiné, déjà, il y a tous les exercices hypopressifs qu'on les retrouve. Parce que, quelque part, le fait que ce soit bien souligné, mentionné dans un plan, ça oblige les personnes à le réaliser. Ensuite, concernant la course à pied, on est sur de l'alternance marche et course. Et en fait, on va partir donc, de tous les éléments que je vous ai donnés sur les conditions dont se déroulé l'accouchement pour venir définir le départ. Donc, ça peut être, par exemple, on va partir sur 30 secondes de course à pied et 30 secondes de marche. Et on va multiplier ça pour avoir une durée d'effort global assez intéressante. Dans la semaine, si par exemple, j'ai en face de moi une personne qui me dit je peux courir 3 fois dans la semaine, ce qui est déjà très bien, 3 fois. Quand on vient d'avoir un enfant, se dégager du temps pendant 3 fois dans la semaine, c'est pas mal. 3 fois dans la semaine, en fait, à chaque fois, on va progressivement augmenter la durée d'effort. Mais attention, progressivement, c'est passer de 30 secondes, c'est pas 1 minute, c'est 30 secondes, 45, 1 minute. Parce que, c'est ce que je disais, c'est important de revenir sur « je réhabitue mon corps à cet effort-là ». Et donc, non, il n'y a pas de sortie longue et il n'y a pas encore de fractionné. Et justement, toi, sur un nombre de semaines, on travaille. Est-ce qu'il y a 12 semaines pour les prépas marathon? C'est plutôt. Toi, tu travailles ça comment? Alors, moi, je vais être honnête, je suis incapable, et j'y ai réfléchi en plus, je suis incapable de définir un nombre de semaines. Je vais t'expliquer pour... Voilà, exactement. Parce que j'ai eu le cas de figure d'accompagner une personne qui était dans sa reprise postpartum, sauf qu'à un moment donné, on n'arrivait pas à passer l'étape suivante parce qu'il y avait des fuites urinaires. Moi, dès qu'il y a une fuite, on ne peut pas passer à l'étape suivante. Votre corps, il vous donne un signal pour vous dire, attention, quelque chose ne va pas. Donc, tant que là, on n'a pas résolu, on va dire, le souci, on va venir greffer autour des activités sportives. Donc au final, c'est vraiment très personnel, très individualisé en fonction de la possibilité de la personne de pouvoir s'entraîner, des envies aussi. Parce que c'est fatigant. L'arrivée d'un enfant, c'est aussi fatigant. Et il y a le retour émotionnel après l'accouchement qui peut aussi fatiguer. Donc, d'une personne à une autre, j'ai pas vraiment d'idée. Et puis, si on dort mal aussi, si l'enfant ne fait pas ses nuits, si on est plus fatigué, tout ça, c'est des critères qu'il faut évidemment prendre en compte. Parce que sinon, on va droit à la blessure et puis à la fatigue nerveuse aussi. Donc ça, c'est
effectivement la part d'individuel. Alors, au niveau des fuites urinaires, on va en reparler un petit peu plus parce que les fuites urinaires à l'effort, déjà les femmes sont plus sujets à ça. On n'en parle pas beaucoup, mais les statistiques font assez froid dans le dos. Les femmes qui ont déjà été confrontées à ces problématiques-là. J'imagine qu'à fortiori, quand on sort d'une grossesse, c'est encore une problématique encore plus importante. Et là, encore une fois, on peut avoir le sentiment déjà, il peut y avoir de la honte, de la gêne à en parler, et on peut avoir le sentiment de ne pas réussir à en finir avec ça. Pourtant, il existe des exercices, des choses à mettre en place, et c'est pas du tout une fatalité. Non, c'est pas du tout une fatalité. Et puis, comme tu l'as bien souligné, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une grossesse ou avoir eu un enfant pour avoir des fuites urinaires. Les femmes sont vraiment sujettes beaucoup à ça, et notamment les sportives, les athlètes de haut niveau. Et donc non, c'est pas une fatalité. Ça se suit très bien pareil en rééducation. Il y a des exercices, très simples à faire avec le kiné, même en biofeedback. On peut même maintenant, je sais qu'il y a des sondes qui existent, on peut l'utiliser avec des applications sur téléphone. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. En combinant avec travail d'abdominaux. Donc non, c'est pas une fatalité. Voilà, il ne faut pas hésiter à en parler, à se faire aider, à se faire accompagner, parce que c'est comme ça qu'on y arrivera. Docteur, vous avez étudié beaucoup dans le sport du haut niveau, notamment avec l'INSEP. La reprise intensive, quelles sont vos recommandations si on veut commencer à se projeter un peu? Alors, petite séance de fractionnés, quelques compétitions. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous? Comment vous avez étudié ça? Déjà, on peut rassurer les grandes sportives et les sportifs de haut niveau, la performance sera au rendez-vous si on a bien gardé un entraînement adapté pendant tout au long de sa grossesse, avec renforcement musculaire, exercice technique et endurance. Donc ça, ce triptyque-là est très important. Il n'y a pas d'avant-après, alors ça veut dire qu'on va retrouver son niveau. Ah oui, parfaitement. On a de nombreuses médaillées qui ont été médaillées un an après avoir eu leur bébé. Et on a l'exemple tout récent de Clarisse qui est championne du monde à 11 mois du postpartum dans le judo, bien sûr. Mais on a aussi des études sur les coureuses. Et sur 42 élites, il y en a 56% qui ont retrouvé même un niveau supérieur à 1 an, entre 1 an et 3 ans. Ça, c'est complètement contre-intuitif. Oui, à un niveau supérieur à 1 an, entre 1 an et 3 ans après leur accouchement. Comment on l'explique ça? On a des pistes pour savoir justement, parce que c'est une majorité justement qui a l'impression de mieux performer. Déjà, elles ont repris progressivement pour éviter les fuites urinaires et le prolapsus, la descente d'organes, qui est aussi une complication si on recommence trop tôt. Donc, elles ont bien managé leur reprise et elles avaient gardé une activité régulière pendant la grossesse, parfois jusqu'au 6e mois ou 7e mois, en adaptant bien sûr à leur ressenti. Donc tout ce qu'on a dit, c'est valable pour pouvoir reprendre. Et pourquoi elles reprennent bien? Eh bien parce qu'on a des capacités cardio-respiratoires qui sont aidées pendant la grossesse à l'activité physique, et ces modifications vont perdurer au moins jusqu'à 1 an du postpartum. Donc on n'est pas gêné sur le plan cardio-respiratoire, on retrouve les mêmes capacités. Et si on a gardé le renforcement musculaire, eh bien c'est très important, on va pouvoir retrouver son niveau. Mais les reprises, elles témoignent d'avoir diminué vraiment de moitié. Quand elles faisaient 60 km par semaine, vraiment au 6e mois, elles en faisaient plus que 30. Donc il ne faut pas craindre de diminuer, on va retrouver petit à petit son meilleur niveau. Alors pour les sportifs de haut niveau, on dit que les 3 premiers mois, c'est de la réadaptation. En fait, c'est du reconditionnement, c'est tout ce qui a été dit par Suzy et par vous. Et donc on va revenir, et puis ensuite on retrouve sa discipline, parce que bien sûr le judo immédiatement on le fait pas, on fait plus de renforcement musculaire, de l'endurance, mais on va retrouver sa discipline à 3 mois et l'entraînement compétitif à 6 mois, vraiment. Mais en discutant avec les sportifs de haut niveau, c'est parfois bien difficile, même quand on s'est entraîné régulièrement pendant la grossesse, de façon adaptée et tout. Et il y a quand même des périodes bien difficiles, parce que conjuguer l'allaitement, l'organisation familiale, les déplacements en stage, la reprise, le corps qui n'est quand même plus tout à fait le même, qu'il faut vraiment repousser dans ses performances, en fait, dans son excellence, c'est pas si simple, mais
vraiment, en étant bien entouré, c'est possible et vraiment, les sportives le montrent actuellement. Bon, bah voilà qui est très encourageant. Et justement, bonne transition parce que je vous propose maintenant qu'on s'intéresse à l'impact de l'arrivée d'un enfant dans notre routine sportive. Et comment est-ce qu'on peut pratiquer aussi du sport avec son bébé? Parce que oui, c'est possible. On va voir qu'il existe des solutions. Et pour nous aider à y voir un peu plus clair, alors on va faire intervenir un monsieur, Adrien Grimet, papa et expert Cybex sur la gamme poussette sportive. Adrien, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Tu es coureur, tu es papa d'une petite fille et bientôt d'un deuxième enfant, je crois savoir. Est-ce que tout va bien ? Eh ben écoute Guillaume, tout va bien, merci et ravi de pouvoir parler de 2 sujets qui me passionnent, à savoir la famille et le sport. Alors, toi justement, tu es coureur à pied, tu es un coureur, plutôt un bon coureur, un marathonien, un coureur régulier. Quand tu as appris que tu allais avoir un enfant, et d'ailleurs, Suzy, je te poserai aussi la question juste après, qu'est-ce que tu t'es dit ? Tu t'es dit, mon Dieu, comment je vais faire ? Ou tu étais plutôt serein ? La vérité, hein ? Alors, la vérité déjà, c'est que je cours davantage depuis que je suis papa qu'avant. Donc ça aussi déjà, c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif, mais ça va s'expliquer après. Tu vas avoir la paix en fait, donc tu veux partir et tu veux... Non, bien au contraire, on va l'expliquer ensuite. Non, mais ce qui est certain, c'est que c'était un sujet à anticiper. Je savais qu'il allait y avoir une nouvelle organisation à faire et ça s'est fait très naturellement. C'est sûr que dans les semaines qui ont suivi l'accouchement, j'ai pas du tout borné. Je regardais encore l'application ce matin pour vérifier et j'ai pas du tout couru les semaines qui ont suivi l'accouchement pour vraiment profiter pleinement. Par la suite, j'ai appris à m'adapter. Comment ? En allant courir le midi plutôt que le matin, en profitant des longues siestes pour faire des longues sorties. Et progressivement, je me suis adapté comme ça. Et par la suite, j'ai pu du coup bénéficier des nouvelles technologies qui permettent d'avoir du bon matériel adapté pour pouvoir courir à son enfant et du coup vivre des moments passionnants et faire profiter ma fille de ma passion. On va revenir justement sur les solutions qui existent. Suzy, je me tourne vers toi parce que c'est pas le monde des bisounours aussi, parce que je sais que quand même certains enfants ça peut être compliqué. Déjà, pas toutes les femmes vont maintenir une activité physique. Il y en a plein qui vont pas ressentir ce besoin, qui veulent avoir du temps pour elles et on les comprend parfaitement. Donc justement, elles vont mettre ça de côté pour se concentrer sur elles, sur leur vie de future maman et sur leur enfant. Donc ça, c'est quand même une bonne partie des femmes. Et là, il y a la reprise. On peut avoir pris du poids. On peut avoir un enfant aussi qui dort moins bien. On peut avoir un travail aussi qu'il faut reprendre avec pendant 3 mois, généralement 3-4 mois, les arrêts. Il y a aussi une charge intensive. Il y a plein de choses qui se mettent et on peut avoir une perte de motivation. Elle est quand même réelle. Il faut pas la nier. Est-ce que toi, tu le constates aussi que ça peut être aussi difficile et que c'est pas tout beau tout rose non plus? Alors oui, moi je le constate totalement en tant que mère et en tant qu'entraîneur, tout simplement en tant qu'entraîneur parce que je vais avoir des personnes qui vont me contacter après avoir eu des enfants, mais par exemple 5 ans après avoir eu un enfant, vous voyez. Donc ça montre qu'il a bien fallu tout un procédé, tout un processus qui permette à la femme de pouvoir retrouver un équilibre qui lui permette de se trouver du temps pour soi. Parce que dans tout ce qu'on se dit, alors effectivement il y a plein d'aspects positifs, mais il y a un élément qui est important à l'arrivée d'un enfant ou d'un deuxième, troisième enfant, c'est la notion de charge mentale. Cette notion-là, elle est extrêmement importante. La charge mentale sur est-ce que les affaires, etc. Vous êtes tout le temps en train de penser à plein de choses. Votre esprit est pris par plein d'aspects. Et du coup, il y a une fatigue qui est générée par cette charge mentale qui peut générer de la démotivation. C'est très compliqué de se retrouver dans cette situation. Et à la fois, c'est important aussi de se le dire qu'on ne doit pas culpabiliser. C'est pas parce qu'on vient d'avoir un enfant qu'il faut tout de suite, 3 mois après, reprendre le sport, se fixer un objectif, un marathon. On a le droit de pas avoir envie, d'être fatigué. Il faut aussi accepter le processus de la vie. Ça passe par des étapes et on vit chacun différemment. Dans tous les cas, si à un moment donné, on est face à une personne qui désire en fait reprendre l'activité du sport, mais qui est démotivée parce qu'elle ne sait pas comment y reprendre, effectivement, le rôle de l'entraîneur, c'est de cadrer. Le fait d'être là, entraîné, en tant qu'entraîneur, moi je suis là pour entraîner, c'est-à-dire entraîner quelqu'un dans une dynamique, élever quelqu'un vers une dynamique. Et ça, c'est important. Parce qu'on va se dévaloriser aussi. Avant, je faisais ci, avant, je faisais ça, avant, voilà, et maintenant, c'est compliqué. Il y a aussi la culpabilité. Moi, je l'ai vécu dans mon ancien travail où, voilà, une jeune maman, alors c'était de la danse, ça prenait du temps pour aller danser, et j'ai entendu quand même pas mal de critiques aussi. Ah bah, tu vois,
elle vient d'avoir un enfant, elle va à la danse. Critique, pour le coup, c'était des femmes, c'est pas forcément des hommes, ce qu'on peut penser, mais voilà, les femmes entre elles aussi peuvent être aussi assez dures. Donc voilà, on va se culpabiliser en se disant qu'est-ce que je suis devenu nul, qu'est-ce que je suis devenu machin. On peut aussi avoir le regard des autres et l'impression de pas finalement être une bonne maman. Pourtant, une bonne maman, un bon papa, c'est souvent un papa et une maman heureux. Donc ce qui nous fait du bien, l'enfant en profite. Alors, moi, je te rejoins, mais totalement. C'est-à-dire que moi, le discours que je vais porter pour les personnes, quand on parle de ce sujet-là, c'est qu'un bon parent, pour moi, cette expression n'existe pas, mais si on devait partir de ce postulat, un bon parent, c'est un parent qui, à un moment donné, est capable de prendre du temps pour soi et donc du coup est disposé pour prendre du temps pour l'autre. Si le parent prend du temps pour soi, comme Adrien l'a suggéré, partir courir, quand il revient, bien qu'il soit rincé de sa séance, il est disponible pour son enfant et donc disposé à passer du temps avec. Cette notion-là, elle doit enlever toute la culpabilité parce que n'oublions pas que derrière nos agissements, nos comportements, c'est aussi l'exemple. C'est-à-dire que moi, en tant que mère, quand je prends du temps pour moi, c'est ce que je montre à mon enfant. Je prends du temps pour moi pour avoir une activité sportive. C'est aussi permettre à l'enfant d'avoir une activité sportive, une activité de loisir, quelle qu'elle soit. Donc, il y a bien plein d'aspects à avoir en tête, bien au-delà de la performance. C'est du temps pour soi et c'est l'exemple que l'on montre. Et souvent, il y a aussi le côté transgénérationnel. On sait que les enfants qui ont eu des parents sportifs, c'est comme la musique. Quand vous avez des parents musiciens, vous avez plus de chances de devenir aussi, vous aussi, musicien. Donc voilà, c'est les bons gestes aussi qu'on va pouvoir transmettre. Il y a aussi, alors quand les deux parents sont sportifs, c'est facile, mais quelquefois aussi, le conjoint, la conjointe ne peut ne pas être sportif et ne pas comprendre aussi ce besoin, cette envie de pratiquer du sport, alors qu'il y a cette pression, cette charge mentale. Toi, Adrien, est-ce que tu as des conseils peut-être donner, notamment autour de la communication par rapport à ça? Parce que je ne sais pas si ta compagne était sportive, mais il y a aussi une forme de culpabilité. Que la compagne ou le compagnon soit sportif ou non, un couple, ça reste une équipe. Donc à partir de là, une équipe, ça doit être aussi complémentaire. Pour ma part, en tout cas en ce qui me concerne, ça fait de bien longues années que je suis passionné de sport en tant que pratiquant ou que supporter. Donc ça, ma femme sait très bien que pour que je sois pleinement épanoui, il faut que je fasse du sport. Et que, comme tu l'as dit juste avant, quand je rentre à la maison, je vais être vraiment très disposé à m'occuper de mon enfant. Je me serais fait plaisir juste avant et du coup ça va s'en ressentir derrière. Après, la pratique du running, des fois aussi quand l'autre ne pratique pas, on va en parler après, mais on peut aussi trouver des solutions qui conviennent aux deux parfaitement. Pour justement que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Il y a aussi une question, alors il y a un mot un peu à la mode en ce moment, c'est l'inclusion. On parle beaucoup d'inclusion sur les courses à pied. Et c'est vrai qu'en France, l'inclusion, ça peut être passé aussi pour les familles, pour les enfants. Alors, j'ai eu l'occasion, moi, de voyager, de me rendre, notamment dans les pays anglo-saxons. Je pense au Québec, je pense aux États-Unis. Et on le voit tout de suite. On arrive au marathon de Boston, au salon du running, l'équivalent chez nous, on va avoir un stand où on va pouvoir déposer son enfant. Et l'enfant va pouvoir faire des pancartes avec des animateurs, avec des guides, où il va pouvoir faire good job daddy, ce genre de choses. Et donc, on va pouvoir déposer son enfant, faire ses petites emplettes tranquillement. Et voilà, l'enfant va aussi contribuer à encourager, supporter son père. Et ensuite, sur la course, il va aussi être présent. Au Québec, on a des spectacles avec des humoristes où il y a des enfants, on va pouvoir les occuper pendant les trails. Il va avoir, voilà, où la famille, elle est vraiment inclue. Et je peux vous dire que c'est une différence. On voit plein de poussettes, on voit plein de choses. En France, j'ai l'impression qu'on est encore un peu en retrait par rapport à ça, sur les grands marathons, sur les grandes courses. On n'a pas tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un effort à faire aussi en termes d'inclusion ? Oui, alors moi je te rejoins effectivement, je trouve que c'est dommage parce que quand par exemple, un cas de figure où les deux parents sont coureurs, c'est un peu compliqué quand vous n'avez pas d'étayage familial autour de vous pour garder vos enfants. Et c'est très difficile, on ne va pas trancher, il n'y en a pas un qui va plus courir que l'autre. C'est compliqué dans ces moments-là et c'est dommage justement parce que bien au-delà du fait de confier son enfant à des animateurs qui vont être là pour préparer des pancartes, il y a la notion de culture. Qu'est-ce qu'on transmet à son enfant ? C'est tellement dommage de ne pas amener son enfant lors d'une compétition pour vivre ce que nous, on aime. Finalement, c'est ça qu'on aime, c'est l'adrénaline, c'est le fait d'être porté par toutes ces personnes. Le fait de pouvoir avoir des équipes qui permettent d'amener les enfants, c'est aussi permettre aux enfants de vivre ces expériences-là. Ouais, et tu soulignes effectivement une très belle piste d'amélioration, je pense, pour les grandes courses en France, où aujourd'hui, dans l'ensemble, je trouve qu'il y a un petit manque. Moi, je sais qu'en tant que papa, j'aimerais
pousser l'expérience plus loin avec ma fille sur les courses. On a couru une course ensemble sur un 10 km à Paris. C'était une expérience incroyable. Là, dernièrement, je devais faire un semi-marathon. Elle venait m'accompagner, elle avait préparé les dessins, elle avait fait tout ce qu'il fallait. Et ça manque justement aujourd'hui, je trouve, de kids-friendly, en quelque sorte, au niveau des courses. Et c'est une belle piste d'amélioration. Ouais. Moi, je me souviens, j'en avais parlé un peu sur les réseaux sociaux, je m'étais fait taper dessus parce que j'avais pris comme exemple, mais un peu par provocation aussi, McDonald's. Vous voyez, McDonald's, eux, ils savent intégrer les enfants. Vous avez l'Happy Meal, vous avez les magasins où il y a des jouets. Ikea, c'est un peu la même chose aussi. Bah voilà, on peut s'inspirer aussi de ces grands groupes finalement qui mettent peut-être le marketing à des fins un peu plus. Je vais pas faire de jugement de morale, chacun fait voilà, mais on peut s'inspirer aussi de ces modèles-là. Et c'est quand même dommage que sur les courses, il n'y a pas cette envie d'inclure un peu plus les familles, même pour les accompagnants. On sait que sur trail, sur marathon, nos conjoints ou nos conjointes ont un rôle de soutien énorme. Et sur les courses, ça s'ennuie un peu parce qu'on pense peut-être pas suffisamment à eux. Et là, il y aurait peut-être une piste de réflexion à faire. Alors, tu nous parles des solutions qui existent. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus. Moi, voilà, je cours parfois à Vincennes, au Bois de Boulogne, et je vois des jeunes mamans, des jeunes papas courir avec des poussettes. Alors, je ne sais pas, Suzy, si toi, tu as déjà pratiqué ça. Oui, alors complètement. Pour mon deuxième enfant, j'ai eu la possibilité de pouvoir mener mon activité sportive aussi parce que j'avais une poussette, parce que je n'avais pas d'étage familial. Et donc au départ, comme l'avait souligné le docteur Maître, au tout début, quand j'utilisais la poussette, je n'avais pas j'avais une poussette classique où je faisais de la marche. Et je marchais avec ma poussette pour reprendre un peu une activité cardio parce que juste de marcher, c'était déjà bien sympathique et bien suffisant. Et puis après, quand il a fallu courir, j'ai effectivement eu l'occasion et l'opportunité d'avoir une poussette. Et donc, je pouvais justement organiser mon emploi du temps parce que j'avais 2 enfants. Il y en avait un qui était sur le vélo, l'autre qui était dans la poussette et moi qui réussissais à caler un peu tous mes entraînements. Et c'était aussi, faut être honnête, un moyen pour moi caché d'endormir mon enfant parce qu'il ne dormait pas et il adorait dormir dans la poussette quand maman courait. Et du coup, alors Adrien, toi tu es expert notamment pour Cybex, alors c'est une marque de poussettes mais il en existe d'autres. Est-ce que déjà toutes les poussettes sont aptes à courir ? Est-ce que demain j'ai une petite poussette, tiens je veux trottiner, je ne veux pas faire 15-20 km/h mais un petit peu trottiner, est-ce que je peux la prendre pour aller courir ? Parce que des fois moi j'ai l'impression que je croise des gens avec des poussettes qui ont l'air assez standards. Comme tout autre matériel qu'on va utiliser en running, il est important d'être super bien équipé et d'avoir le matériel adapté. Par rapport à ça, les poussettes de running, elles ont certaines spécificités que n'ont pas vos poussettes du quotidien. Par exemple, en ce qui concerne la sécurité et le confort de l'enfant. On ne va pas avoir appréhendé de la même manière si on va courir qu'avec une poussette de tous les jours. De quoi je veux parler en ce qui concerne la sécurité et le confort de l'enfant, par exemple, je pense qu'il est important sur une poussette avec laquelle on court d'avoir par exemple un frein à main, d'avoir une dragonne à laquelle on va attacher, la main tout simplement pour garder le contrôle de la poussette. Je pense à avoir des bonnes suspensions pour favoriser la stabilité et réduire au maximum les éventuelles secousses. Je pense aussi à des éléments réfléchissants pour optimiser la visibilité. Donc tous ces éléments-là, vous ne les retrouvez pas sur des poussettes de tous les jours. Elles sont vraiment spécifiques. Il y a aussi le fait d'avoir 3 roues et non pas 4, d'avoir 3 roues pour optimiser la stabilité, d'avoir des pneus qui sont gonflés à air, parce que pareil, il y a une meilleure adhérence et une meilleure stabilité. Et à côté de ça, pour le parent aussi, ce qui va être important pour lui, c'est la praticité et la maniabilité de la poussette. J'entends par là avoir un guidon que l'on peut ajuster à la bonne hauteur du bassin pour être le plus confortable possible, de pouvoir être à l'aise à courir avec un bras pour avoir l'autre qui continue de faire le balancier. Que la poussette puisse proposer aussi de la place pour ranger certaines affaires, les couches, le biberon, le goûter, etc. Donc vraiment, il y a des spécificités propres à une poussette de running et c'est pourquoi nous, on a souhaité vraiment lancer cette typologie de produit parce qu'aujourd'hui, elle a une vraie place dans le quotidien des parents sportifs. Les recommandations, à partir de quel âge on peut commencer à aller courir avec son bébé ? J'imagine qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Il est recommandé de courir avec son enfant à partir environ entre 6 et 9 mois. C'est ce qui est recommandé, mais surtout ce qui est recommandé, c'est de demander l'avis du pédiatre en amont pour s'assurer que ça le fait. Ça correspond à l'âge auquel l'enfant sait tenir sa tête.
Et donc c'est une condition déterminante, on va dire, avant de pouvoir se lancer dans le running avec son enfant. Il y a le regard des autres aussi, parce que c'est pas évident quand même de courir avec son bébé. Alors déjà, tu me disais quand tu étais enceinte, mais il y a des gens qui te disent, mon Dieu, l'enfant il va prendre des secousses, son cerveau, enfin voilà, bon, ça c'est le jugement des autres. Et puis voilà, est-ce que tu as été un peu surpris? Quelle réaction quand tu courais avec ton bébé, quelle réaction tu suscitais? Moi, je retrouvais les mêmes personnes qui m'insultaient sur le trajet, parce que du coup, j'allais courir toujours au même endroit. Donc, je leur montrais déjà qu'ils s'étaient trompés, parce que mon enfant n'est pas né prématuré. Et puis, mon enfant était content, parce que quand il ne dormait pas, il était content, il voyait les armes. Effectivement, les gens vous regardent. Alors, peut-être moi aujourd'hui, mais je trouve que quand même, certaines personnes peuvent être très surprises de vous voir courir avec une poussette. Ouais, après, effectivement, il y a eu toujours des commentaires ou des remarques qui peuvent être négatives, mais dans l'ensemble, moi j'ai observé quand même beaucoup de bienveillance, Il y a un beaucoup changement, plus d'encouragement. les mentalités changent. Hein. Ouais, je prends l'exemple du jour où on a fait la course avec ma fille. On avait des clameurs des côtés de la route qui étaient hyper enthousiasmants. Donc beaucoup de bienveillance malgré tout dans l'ensemble, pour ma part en tout cas. Oui, et puis en plus, voilà, c'est important de le préciser parce que tu disais tout à l'heure que ton enfant il dormait mieux, mais je pense qu'il y a aussi une question de bien-être parce que on a souvent, et là je sais pas, Dr Metz, mais on a souvent considéré finalement que on entend souvent finalement un bébé, il mange, il fait ses besoins, il dort et puis ça s'arrête là. Mais non, la construction du cerveau de l'enfant c'est essentiel. Il faut lui faire découvrir la vie, il faut lui faire découvrir son environnement. Il faut être très progressif aussi. Il ne faut pas tout de suite l'emmener dans un supermarché ou à Disneyland. Pouvoir avoir ce contact avec la nature dans un environnement finalement, un parc qui n'est pas stressant, ça apporte énormément de bénéfices à son enfant. Et oui, le cerveau d'un enfant, il va se construire et on l'a vu malheureusement tragiquement avec le confinement. On a vu les enfants du confinement. On peut croiser aussi des enfants des fois qui ont l'air assez de visage, qui vont pas être très expressifs ou assez vides. Et on a vu les dégâts que ça pouvait avoir sur le confinement. Donc après, je sais pas si vous allez valider ou pas, mais c'est essentiel justement de faire découvrir l'environnement à son enfant de manière progressive encore une fois, parce que c'est comme ça qu'après, ça sera un enfant souriant et épanoui. C'est une première approche de la nature aussi, parce que là, il est dehors, il respire. Normalement, on ne court pas dans un endroit plein de fumée et plein de pollution. Donc là, il est à l'air, en général non pollué. Il est avec un parent et il y a le bercement de la poussette. Oui, moi, je sais qu'ils s'endorment beaucoup plus facilement et ça montre bien que ça leur fait du bien. Tu as constaté, toi, un bien-être de l'enfant depuis que tu pratiques cette activité avec lui? Et puis un lien, j'imagine aussi avec lui. Je trouve que ce sont déjà des moments de qualité parce qu'on partage une activité ensemble qui est, comme tu le disais, en pleine nature et ça permet d'alimenter sa curiosité. Aussi. Donc il n'est pas rare qu'on s'arrête en forêt ou sur le chemin d'un champ pour tout simplement écouter les oiseaux, ni plus ni moins, ou bien s'arrêter à côté d'un lac et prendre le goûter, ou bien en profiter pour aller au parc, qu'elle puisse jouer, s'amuser, et puis après qu'on puisse recourir ensemble. C'est vraiment... Voilà, le terme, je dirais, c'est privilégié. On rentre à la maison, on a le sentiment tous les deux d'avoir fait une vraie activité, d'avoir passé un vrai moment ensemble. Pour ma part aussi, de m'être construit des souvenirs avec ma fille, parce que tous les kilomètres que je peux parcourir avec ma fille, c'est autant de souvenirs. Les dossards, c'est pareil. Et donc, j'y vois que du positif. Et puis en plus, si ça peut permettre à ma femme le dimanche matin de faire la grasse matinée, parce que ma fille s'est réveillée à 7h, vraiment pour le coup tout le monde est content. Bon, en tout cas voilà, on voulait en parler parce que moi je trouve que c'est une alternative hyper intéressante. Justement, il faut respecter certaines règles parce que on peut voir, c'est des poussettes spécifiques. Il faut attendre quand même que l'enfant puisse se maintenir, je crois, debout avec la nuque, qu'il puisse être stable, et surtout on demande conseil à son médecin. J'en profite, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Si vous avez peut-être des mamans sportives, futures mamans sportives, ou des mamans en phase de réathlétisation postpartum, ou même des entraîneurs, parce qu'il faut aussi que les professionnels du sport puissent se former sur ces questions-là. Je suis sûr que cet épisode peut être utile, donc surtout, n'hésitez pas à le partager autour de vous, même en story, sur les réseaux sociaux. Voilà, il faut que la parole se libère, il faut que l'information circule, donc n'hésitez pas à en parler à un maximum de gens autour de vous.
coup, je pense que c'est important. Si on devait synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit, Docteur Maître, quel dernier conseil que vous donnerez, voilà, si vous avez un message à faire passer à nos auditrices qui veulent pratiquer la course à pied, maintenir une activité physique pendant la grossesse et être sereine pour la reprise du sport postpartum, qu'est-ce que vous leur diriez ? Maintenir la course à pied, oui, adaptez-vous, adaptez votre rythme, adaptez à votre ressenti. Peut-être vous serez amené à diminuer la distance, à diminuer l'intensité. Gardez surtout en tête que vous le faites pour le plaisir et à ce moment-là, tout se passera bien. Alors moi je dirais surtout de se faire confiance parce que c'est le plus important, qu'on sait toujours ce que l'on fait et si c'est bien ou pas pour soi et pour son enfant. Oui, c'est ça, notre corps nous donne les bonnes indications, on a les bons outils, donc il faut juste se faire accompagner si besoin, mais tout se passe bien en tout cas. Bon, ça a été un échange passionnant. J'ai appris énormément de choses et j'espère que voilà, s'il y a des garçons des hommes qui nous ont suivis, on peut être un papa, on peut être un frère, on peut être un entraîneur, on peut être un ami. Donc, il faut aussi que les hommes s'intéressent à ces questions-là. C'est extrêmement important. Et puis, on se retrouve dès lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast d'un coureur. Merci infiniment aux équipes de Annette Cat de nous avoir accueillis dans d'excellentes conditions pour réaliser cet événement en public. Merci encore aux équipes de Hyundai d'avoir permis de rendre cet épisode possible et de le mettre en place. Merci infiniment à eux. C'est important d'avoir des partenaires qui s'engagent justement dans des causes comme ça parce qu'on a besoin d'eux aussi pour faire bouger les choses. Donc, j'en suis infiniment reconnaissant. Et puis, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous. Merci beaucoup.